Nous allons avoir des thèmes qui vont être affichés avec des vidéos introductives. Et ensuite, on va demander aux différents intervenants de s'exprimer sur ces thèmes. Et bien sûr, ensuite, la parole est libre et vous poserez toutes les questions que vous souhaitez sur ces différents thèmes. Où il faut basculer et être capable d'avoir préparé euh, les moments que je vais appeler les pensées parasites. Et d'avoir cette capacité d'avoir une parade aux pensées parasites. Donc c'est la théorie des 3 P. Elle vient de Roger Federer, elle ne vient pas de Thomas Coville. Et elle vient également de techniques, alors qui sont plus sur... moi, je me suis appuyé sur une technique qui est plus la technique d'analyse systémique, donc de mon environnement de tous les jours, mais aussi de quelle représentation mentale j'ai de cet environnement. Et de pouvoir non pas le voir en 5 dimensions, mais en N dimensions, et de pouvoir après choisir les endroits ou les moments sur lesquels je voulais intervenir. Et là, ça va jusque dans une sphère très très intime. Je crois pas que j'ai été tétanisé devant un adversaire. Ou... Peut-être si, je me souviens une fois, c'était peur de mal faire. C'est ça qu'on Oui, mais c'est pour ça qu'il faut distinguer. Il y a plusieurs registres dans la peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de tout ça. Ben, ça fait partie des choses qui structurent un champion. Ben, ouais, tout le temps. Moi, je me souviens de ce qu'il me racontait quand il prenait des raclées. Et c'était pas facile à vivre dans sa tête. Hein. C'était compliqué. Teddy ne supportera jamais la défaite, même s'il en fait quelque chose. Ça le rend terriblement triste. Ferme les yeux. 2, 3 grandes respirations. Position confortable. Quand je te le dirai, on rentrera dans le combat, on rentrera sur le ring. Et on travaillera contre cet adversaire où il te faudra utiliser toute la stratégie à mettre en place. Attrape cet adversaire. Tu sais que tu ne dois rien lâcher et tu sais que tu dois battre ton adversaire. À un moment, il a fallu que je me pose et je comprenne ce qui se passe et je me dise, voilà, il y a une erreur, je comprends, 2 erreurs bizarres, 3e erreur, il y a un truc qui joue pas, on va mettre les choses au plat, on a beaucoup parlé avec ma psychologue. Et sur 1 heure de session qu'on a eu ensemble, je suis sorti de la session et j'ai dit, je suis de retour, je le sais. Quand il y a cette peur, on a chacun des outils pour contrer. Et moi, par exemple, voilà, je me ressens sur moi-même, je respire, je visualise ma tactique de course, comment je vais faire, pour pas me laisser déstabiliser et flancher et partir loin et plus être recentrée sur ma course. On s'accroche à des points clés en fait. Moi je sais que j'aime bien me focaliser sur la tension musculaire. Sentir que je suis prêt, que je suis armé en fait. Je me sens solide physiquement et donc je sais que ça va envoyer, ça va bien se passer. On est vraiment en mode un peu automatique on va dire. Et les pensées négatives, tant pis, et quand il y en a, on fait avec. On fait avec, mais en général, tout ce qu'on a de positif compense, quoi. Alors, ce qui ressort là, dans cette introduction, c'est les outils de la préparation mentale. On a vu visualisation, associé, dissocié, la sophro, et puis en plus cette notion de pensée parasite ou de pensée de blocage. Quelle est votre analyse là-dessus et comment positionnez-vous les outils au service de la préparation mentale et de l'accompagnement? Qui veut commencer? Il y a plusieurs, il y a des étapes. Dans une approche globale et systémique, les outils arrivent plus tard. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a le diagnostic. Moi, j'aborde en tout cas une exploration de l'univers du sportif d'abord. Et donc, ça passe par un questionnement, différents types de questionnements, où je questionne le contexte de façon consciente et on va dire réflexive. Et après, j'aborde un questionnement beaucoup plus... alors on pourrait le nommer inconscient, mais on pourrait métaphorique aussi, et où là, c'est des questionnements très ouverts, où le sportif va pouvoir répondre là où il est. Et à partir de là,
Après, on peut déterminer en fonction des besoins 1, 2 ou 3 outils. Mais pour moi, les outils, ce qui me gêne dans la notion d'outils, c'est la notion de recette associée aux outils. Et en même temps, on a besoin d'outils comme la sophrologie, l'hypnose, la relaxation, la visualisation. Ce sont des outils plus de la préparation mentale, on va dire, que le coaching mental, pour faire une généralité. Et sur des séquences bien spécifiques, si je veux travailler sur de la concentration ou sur une préparation bien spécifique de la compétition, ça peut être nécessaire d'accompagner un sportif en hypnose ou en sophrologie pour l'aider à passer un cap, mais d'abord, avant tout, au niveau de l'entraînement. Et c'est l'entraînement qui va offrir ensuite, l'entraînement avec l'entraînement mental, on va dire, in situ, en situation sportive, qui va permettre après d'acquérir des compétences intégrées qui seront utilisées en compétition. Mais pour moi, utiliser un outil en compétition, il n'en est pas question, les outils, on les utilise à l'entraînement. Un sportif en action n'utilise pas d'outils pour moi. Je veux dire, ça se passe en amont. On crée les conditions en amont. Voilà. Myriam ou Yannick ? Oui, bon, effectivement, je vais aller dans le prolongement de Richard. Je vais simplement, parce que je suis aussi clinicienne, donc pour moi, les pensées parasites sont un symptôme. C'est le symptôme de quelque chose qui est déréglé. Et il faut remettre de la cohérence dans ce dérèglement pour essayer de réguler. Donc, en fonction de l'histoire de chacun, des prédispositions de chacun, du cadre dans lequel il est, on va avoir des pensées parasites différentes. Mais il y a des pensées parasites du type destruction, arme de destruction massive, c'est je suis nul, etc., j'y arriverai jamais, etc., qui sont aussi favorisées par le contexte. Donc, en fait, on va analyser tout ça plutôt que d'être tout de suite dans une logique technique. Il faut déjà que, dans un premier temps, on pose un diagnostic. Diagnostic, ce n'est pas nécessairement médical, hein, un diagnostic, une évaluation qui va nous permettre d'organiser des stratégies qui soient faites sur mesure. J'ai pour habitude de dire qu'on ne fait pas de prêt-à-porter avec un humain, mais ça c'est valable pour tous les humains, ce n'est pas réservé aux sportifs de haut niveau, c'est vraiment de la haute couture. Alors parfois on fait, vous savez, comme la dernière fois je regardais un documentaire sur les petites mains chez Dior, chez les grands couturiers, etc., Hermès, ce que je disais hier quand on était ensemble, et on redéfait, on fait, c'est très précis. Donc en fait, effectivement, il existe des méthodes plutôt que des outils, il existe des méthodes sur lesquelles on va être formé, et après on choisit celles qui sont aussi les plus, celles qui nous parlent le plus, hein, la mindfulness qui est aujourd'hui le dernier courant des thérapies cognitivo-comportementales. Je pense que vous connaissez mieux sous forme d'exercice de méditation, mais il faut savoir que cette méthode est une méthode beaucoup plus globale que simplement les exercices de méditation. C'est une manière de vivre, d'exister, de penser qui va remettre de l'ordre dans ses pensées ou autre chose, mais le travail de fond au préalable est absolument incontournable. Rien de particulier. Des questions sur ce sujet ? Oui, c'était pour vous, Myriam, parce que comme je n'ai pas pu la poser, je la pose maintenant, mais elle va dans le contexte, parce qu'on parlait effectivement des moyens qu'on peut mettre en place, et donc nous, on encadre des équipes. Et ma question, c'est effectivement faire intervenir donc quelqu'un comme vous, coach, accompagnateur, enfin quel que soit le terme, sur des compétitions ponctuellement. Moi, je me pose la question de savoir si vraiment ce travail-là, et c'est ce que vous avez témoigné, c'est pas effectivement un travail d'assez long terme, ou en tout cas qui doit être fait en amont. Et moi, je ne suis pas pour l'instant, mais peut-être que j'ai changé d'avis, convaincue de la possibilité d'intervenir ponctuellement sur une compétition, sur des sportifs que vous n'avez pas suivis au préalable. Donc c'était ma question. Qu'en pensez-vous ? Je suis complètement d'accord avec vous. Un travail sur une compétition. Alors après, s'il s'agit d'accompagner les athlètes, ça n'a aucun sens. S'il s'agit de donner un point de vue sur le système en compétition et de donner une évaluation de ce qui nous semble dysfonctionner, fonctionner, être cohérent, pas cohérent,
À ce moment-là, on est dans un autre type de travail puisqu'on travaille sur le système. Mais en ce qui concerne l'accompagnement précis des athlètes ou des coachs, ah non, c'est la pire des situations. On peut dérégler complètement les athlètes. Mais je vais vous dire autre chose. Quand j'accompagne les athlètes en compétition, je ne travaille pas avec eux. On est dans des répétitions de ce qu'on a déjà fait. On est dans un autre type de travail, qui est un travail de soutien, de remobilisation, si jamais il y a une question particulière, mais on ne fait pas le travail de fond qu'on fait, évidemment, avant la compétition. Donc tout ça se prépare. J'ai été appelée, je me rappelle, pour les Jeux d'hiver 3 semaines et demie avant les Jeux d'hiver pour un athlète. J'ai refusé. C'est pas possible. Je peux rien faire. C'est pas que je ne veux pas. Je suis pas Merlin l'Enchanteur. Je vais pas. C'est pas mon métier. Oui. Sur ce sujet-là, il y a une différence entre l'accompagnement individuel et l'accompagnement d'une équipe. Et donc, je rejoins Myriam sur le fait que de toute façon, nous avons besoin de préparer les sportifs et le travail se fait en amont, sur des rassemblements, sur plusieurs rassemblements avant une compétition majeure. Et sur ces rassemblements qui précèdent ces compétitions, il y a un travail d'entraînement. Alors, on ne peut pas dire un entraînement mental, mais c'est un entraînement, si je parle de l'équipe de France féminine de handball, c'est un entraînement de cohésion, de dynamique d'équipe, de mise au jour des informations et de partage des informations entre les joueuses, mais aussi le travail, je le propose aussi au sein du staff technique, et maintenant je le fais aussi au sein du staff médical. Et ce travail donc se fait en amont. Et moi je suis présent aussi à toutes les compétitions majeures, c'est-à-dire championnat du monde, championnat d'Europe, Jeux olympiques. Et pendant la compétition, donc le fait d'avoir fait ce travail en amont permet pendant la compétition une régulation des individus et du collectif, autant au niveau du staff qu'au niveau de l'équipe. Et ça, c'est un élément important parce que tout est en mouvement, jour après jour, tout est en mouvement en fonction des résultats, en fonction de l'état de chacune, mais aussi de comment réagit le staff, etc. Donc, ce travail, pour une équipe, en tout cas, ce travail de régulation est vraiment très, très, très important. Et donc, c'est important qu'il soit fait aussi pendant la compétition. Voilà. Je reste sur des généralités. Une autre question ? Non ? Alors, on passe au deuxième thème. À ce moment-là, j'imagine tout ce que je vais devoir faire pour pouvoir récupérer mon niveau. Repartir de zéro, se reconstruire. C'est la première opération importante de ma carrière. C'est la première opération où je me dis voilà, je dois réapprendre à bouger un bras. C'est comme quand t'es bébé et que tu dois apprendre à marcher. Mais au départ, ton corps, il peut pas. Il a oublié. Il faut lui rappeler. Il faut le réveiller. Et à la fin du match, c'est la folie, on se prend tous la tête. C'est l'histoire d'un homme qui tente, qui rate, qui se relève, qui retente, qui échoue. On rentre dans une espèce de spirale du doute qui peut aller jusqu'à la nausée, qui peut être jusqu'à être destructeur. Et la seule issue pour sortir de ça, c'est de se rendre compte, que l'issue ne viendra que si on arrive à s'ouvrir aux autres. Et si vous ne doutez pas, vous êtes un imbécile. Et ça, les gens qui ont toujours raison sont les rois des imbéciles. Il y a deux sortes d'imbéciles, c'est ceux qui ont toujours tort et ceux qui ont toujours raison. Par conséquent, oui, il a douté. Ça. Je ne doute pas qu'il ait douté. Très dangereux ce que Romain Grosjean vient de faire, regardez. Il n'y a rien de pire à faire, c'est vraiment... La peur, non. Enfin, la peur de se faire virer. Et de se dire qu'à 32 ans, qu'est-ce qu'on va faire Parce qu'à un moment, je me disais, oui, il faut que j'arrête. Quoi. Je suis là, l'avion, la porte ouverte, je suis accroché, il me reste un bras accroché à l'intérieur de la carlingue, mais sinon je suis dehors. Quoi. Ça va, c'est plus pour moi. J'ai toujours eu peur de passer à côté
d'un événement, de ne pas être à la hauteur de l'événement. Ouais, de décevoir mes coéquipiers, les entraîneurs, ma famille, mes proches. Et donc je me rassure comme je peux et j'ai besoin justement de faire ce travail supplémentaire pour me sentir bien aussi dans la tête. Alors, cette notion de, tu en as parlé tout à l'heure, monter haut, puis peut-être savoir choisir ces temps de ralentissement. On sait que dans le sport de haut niveau, l'échec est très présent, ou c'est la cassure, ou c'est la fatigue, et Yannick, tu en as un peu parlé. Quel est votre point de vue là-dessus? Comment peut-on le gérer? Est-ce que l'échec n'est qu'un échec? S'il est sec, est-ce qu'on peut l'analyser? Est-ce qu'on peut rebondir? Qui veut? L'échec doit absolument être une information en retour qu'on utilise, sinon il n'y a pas d'apprentissage. Donc l'apprentissage il est permanent et en l'occurrence donc la notion d'erreur ou d'échec c'est une pour moi en tout cas c'est une information en retour qui doit être questionnée, accompagnée, comme les informations qui sont en relation avec la réussite. La réussite, c'est aussi, ça peut devenir rapidement un ennemi et un poison si on ne le questionne pas. Donc voilà, en tout cas, donc l'échec pour nous, pour un sportif, pour un accompagnateur, c'est primordial d'accompagner le sportif à questionner ces informations-là pour mettre au jour pas seulement ce qui est apparent, mais aussi ce qu'il y a derrière ces processus, au-delà même de ce qu'on peut raisonner au jour le jour, au quotidien. Parce que c'est toujours interconnecté à beaucoup d'autres paramètres. Voilà. Et le sportif a le nez dessus, comme l'entraîneur d'ailleurs. Donc nous, notre rôle en tant qu'accompagnateurs qui sommes à l'extérieur du système, c'est d'accompagner les différentes parties pour apprendre et passer à une autre étape. Moi, je peux donner l'exemple de l'équipe de France de hand, encore une fois de plus, au dernier championnat du monde où on peut considérer ça comme un échec. Nous, on va faire un débriefing dans 2 semaines à Créteil. Et on est déjà, juste après la compétition, on était déjà en train de commencer le débriefing individuellement sur qu'est-ce qu'on a à apprendre de ce qui vient de se passer et quels sont les bénéfices secondaires par rapport aux Jeux de Tokyo. Et c'est vital pour le développement. Donc nous, l'échec n'est pas un drame, ne doit pas être un drame, ni mettre le doute. Le doute, c'est la même chose. Le doute, c'est juste une information en retour, comme quoi je ne suis pas centré là où je dois être pour être performant. Je laisse la parole à mes collègues. Bon, je vais vous dire 3 petits trucs. Le premier, et c'est ce que Myriam faisait référence tout à l'heure dans sa présentation, plus on monte haut et plus la chute est dure. Donc on s'attend à chuter, on s'attend à avoir des échecs quand on veut être extrêmement performant, extrêmement pointilleux. Et le deuxième truc, je vais vous citer un type qui a eu quelques échecs et quelques belles performances dans sa vie. C'est un type qui s'appelle Winston Churchill, pas Hemingway, qui disait le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Et il y a un peu de ça, en fait, on vous le dit souvent, mais un ou une sportive de haut niveau, vous voyez la partie émergée de l'iceberg. Ce que vous ne voyez pas, c'est 90% du boulot qu'il y a en amont, où en fait on se prend des tartes toute la journée dans la figure. Parce qu'il s'agit de ça, le sport de haut niveau, rien d'autre. Notamment des sports où vous n'êtes pas soumis, pour moi ça ce serait le pire, au jugement d'autrui. Typiquement, je fais référence au patinage, à la gym, etc. Des sports comme les nôtres, vous savez tout de suite si c'est un échec ou si c'est une victoire. Et c'est binaire. Tu le disais tout à l'heure, c'est binaire, c'est totalement binaire. Moi, on me dit, tu fais ça, tu fais tel temps. Si tu ne l'as pas fait, c'est compliqué. Si tu l'as fait, au prochain, quoi. Donc, ça fait partie de notre quotidien. Et c'est un truc sur lequel on a appris à travailler.
La deuxième citation, la deuxième personne que je voulais vous citer, c'est un type qui, pareil, a eu quelques échecs et quelques victoires dans sa vie. C'est un type qui s'appelle Nelson Mandela. Voilà, vous vous doutez de la citation. Hein, soit je perds, soit j'apprends. Soit je gagne, soit j'apprends, pardon. Je vais y arriver. C'est après le repas, je digère lentement. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et souvent, la difficulté, elle n'est pas uniquement dans les échecs, dans les fois où vous perdez, où là, vous êtes forcé de rebattre les cartes et de vous poser les bonnes questions. Souvent, la difficulté, elle est même dans la victoire. Parce que là, c'est le moment où, typiquement, nous, Français, qui sommes très arrogants parfois, on se dit, on a gagné, on a trouvé la solution. Et c'est là que l'échec, justement, nous tend les bras. C'est quand on n'est pas capable de se remettre en question. Alors le doute, c'est une des façons d'appeler tout ça. Mais la vraie question, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, quand on est au sommet, voilà, on est tout le temps obligé de redescendre à un moment donné. Je pense que la vérité, elle est quelque part par là. Tout à fait. Peut-être qu'on peut rajouter que ce monde est le monde du doute. Une fois, j'ai reçu un réalisateur qui faisait un documentaire sur un athlète dont je m'occupe et qui me dit « Oui, vous savez, nous, on est dans le monde du doute, c'est pas comme vous. » Bienvenue au club. En fait, il y a une seule chose sur laquelle on n'a aucune prise, c'est le résultat. Parce qu'en fait, le résultat, on ne peut pas le maîtriser. Il y a tellement de paramètres. La seule chose qui est dans notre maîtrise, et c'est ça le doute aussi, et c'est ça les questions, et c'est ça aussi qui peut amener ces pensées parasites, c'est que plus on multiplie les compétitions, plus on avance dans sa carrière de sportif de haut niveau, et plus on rencontre le doute, qui peut s'installer progressivement et ne laisser de place à plus rien. Donc c'est important d'accepter les règles du jeu, et pour les accepter, si on peut se faire aider, c'est bien. Hein, d'expliquer qu'effectivement, la peur n'est pas une faiblesse, n'est pas une fragilité. Le jour où un sportif, un champion, commence à ne plus avoir de peur, très sincèrement, alors qu'on lui interdit de dire qu'il a peur, c'est que c'est fini pour lui. Hein, le jour où il arrive sans doute, sans inquiétude, sans stress. Le souci, il n'est pas au niveau des doutes, des peurs, etc., parce que c'est normal et c'est même enrichissant. Le problème, il est sur comment on apprend à gérer ça. Hein. Mais le monde du doute, notre monde est le monde du doute. Ouais, moi je voulais juste dire sur la notion d'échec, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ce terme parce que je considère que si on laisse le mot échec traîner, à partir de là, c'est un vrai échec. C'est-à-dire que pour moi, à partir du moment où on considère la performance qu'on a faite comme une contre-performance ou comme une non-atteinte d'un objectif, c'est pas un échec. Ça devient un échec si on fait rien pour que ça change. Et je pense que c'est là où, si justement on ne s'occupe pas de régler tous les petits détails qui ont fait qu'on n'a pas réussi, c'est là que le doute s'installe, c'est là que la frustration s'installe, et c'est là où ça devient de plus en plus compliqué, et c'est là que cette contre-performance devient un échec. Et ça, il faut vraiment faire attention, et je pense que les médias ont un rôle très important dans le poids des mots. Moi, je me souviens, quand j'ai vécu mon épisode sur le LPGA aux États-Unis, et que j'ai décidé de manière spontanée et réfléchie que je voulais rentrer, j'ai eu un journaliste d'un journal du golf très connu qui m'a dit « Comment tu vis cet échec ?» Mais les bras m'en tombaient. Mais je lui ai dit « Mais c'est pas un échec. J'ai passé 2 années merveilleuses, j'ai appris en 2 ans, j'ai appris des choses incroyables et je rentre plus forte. Donc non, ce n'est pas un échec. » Et je crois qu'il faut faire très attention avec ce terme parce qu'il peut vraiment faire du mal. Donc quand vous avez, je pense, des jeunes, des moins jeunes, c'est pas un échec, c'est ok, on n'a pas réussi à toucher ce qu'on voulait toucher. Qu'est-ce qu'on met en place pour que ça aille mieux? Mais l'échec, il faut le... J'ai une petite anecdote là-dessus. J'ai un copain, un très grand skieur, qui emmène ses enfants au ski. Et puis un de ces jeunes garçons chute et il dit c'est bien, tu es en train d'apprendre, relève-toi, tu es en train d'apprendre. C'est-à-dire juste, il n'a pas parlé d'échec, il l'a pas grondé, ou il lui a pas dit fais attention à tes quarts, ou etc. Il lui a juste dit ouais, c'est ok, ouais, tu es en train d'apprendre, vas-y, continue.
Voilà, s'il y a un conseil à donner autour de la vision des processus d'erreur ou d'échec, c'est qu'est-ce que tu apprends? Tu es en train d'apprendre quoi là maintenant? Qu'est-ce qui se passe pour toi? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux tirer comme bénéfice, comme apprentissage de ce qui est en train de se passer? Voilà. Vous avez vu, on est très français, on passe beaucoup plus de temps sur l'échec que sur la victoire. On est très content. Hein. C'est le sujet, mais tu as vu, on prend le temps de bien expliquer. Non, mais comme quoi, c'est pas si ancré que ça dans les mœurs, quoi. C'est clair. C'est clair, alors que dans la culture anglo-saxonne, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la culture, c'est la culture de la victoire et de la réussite. C'est-à-dire, comment tu fais pour réussir? Quelles sont les conditions que tu as mises en place pour être efficace? Voilà. Ça, c'est une généralité. Alors oui, je suis d'accord. Mais pour avoir vécu le truc, eux, ils ont l'effet inverse. C'est-à-dire que, justement, parce que c'est la culture de la victoire, ils ne savent pas perdre. Ils ne comprennent pas, quand ils sont à moitié déstabilisés, comment il faut réagir. Et comment c'est possible, en fait. C'est pas dans leur logiciel, c'est pas intégré dans leur logiciel. Et c'est l'unique raison pour laquelle on les a tapés en 2012 sur le 4x100. Parce que les types étaient tellement certains qu'ils allaient gagner, qu'ils étaient de toute façon bien meilleurs que tout le monde et qu'ils perdaient de l'énergie dans les médias à aller s'écharper avec les Australiens, etc., qu'ils en ont oublié que c'est pas parce qu'on a les meilleurs éléments qu'on forme la meilleure équipe. C'est intéressant parce que, avant que tu veuilles rebondir, j'allais dire, alors, peut-être que certains ne vont pas être d'accord et vous avez parfaitement raison. Moi, le mot échec ne me fait pas peur. C'est ce qu'on a mis sous le mot échec. C'est comme ce qu'on met sous le mot prétention, ce qu'on met sous le mot ambition, ce qu'on met sous le mot difficulté. Si on met autant de temps, c'est parce qu'on veut expliquer ce qu'on met sous échec. D'accord? Et moi, j'aime les choses directes. On peut parler d'échec. Hein. C'est comme la peur. Avant, il ne fallait pas parler de peur dans le milieu sportif. Il ne fallait pas dire qu'on avait peur. Il fallait parler d'appréhension, moi je dis la peur, l'échec. Après, il faut aller toujours dans le dictionnaire de la langue française et regarder ce que ça veut dire. Et je pense qu'on n'aura pas besoin à chaque fois de prendre des pincettes pour avoir peur des difficultés, de l'échec, de la défaite. Alors évidemment, je suis d'accord, si on n'en fait rien, Gladys ou Richard, évidemment, si on ne fait rien de cette partie de notre vie, on ne va rien construire dessus, c'est sûr. Mais je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur des mots de la langue française et s'y référer pour essayer d'en faire quelque chose d'intéressant. Il y a des gens qui passent par des choses pires qu'une défaite ou des Jeux Olympiques où on est passé à côté, qui sont dans la rue, hein, qui vivent des moments absolument épouvantables et qui s'en sortent et qui ont été en échec. Voilà. Alors, n'ayons pas peur des mots. Simplement, mettons les bonnes définitions en dessous et prenons à bras-le-corps ces éléments-là pour en faire quelque chose, parce que ça me rappelle quand il ne fallait pas parler de psy, on allait voir quelqu'un, hein. On n'allait pas voir un psy, hein. On allait voir quelqu'un, on allait parler avec quelqu'un, on allait parler, alors après sont venus quand même les coachs, préparateurs mentaux, mais les psychologues surtout pas, parce que alors là on faisait référence à la pathologie, donc l'échec, en tout cas pour moi, mais je comprends que des gens ne soient pas d'accord avec moi, si on en fait quelque chose, c'est quelque chose d'utile. Et je trouve que tu as complètement raison, et tu as d'autant plus raison qu'on est dans une société, dans un monde, surtout les plus jeunes générations dans la salle, vous l'aurez remarqué, ça m'insupporte quand sur les réseaux sociaux, on fait usage des mots de façon complètement galvaudée ou parfois exacerbée. Dans les médias, c'est souvent le cas. Hein. Les gens sont des légendes, ils sont des dieux, ou alors ils sont d'infinis nullards. On est rarement mesuré dans nos propos, et en fait, on est rarement juste. Faites très attention à ça. Parce que malgré tout, les mots ont un sens, et comme tu le disais, parfois, ça peut être un petit peu compliqué. Donc soyez juste et soyez, en tout cas, mesurés dans vos propos, comme on dit en français. Tournez 7 fois la langue dans votre bouche avant de parler, parfois ça peut être utile. Je voulais rajouter quelque chose à propos d'un des 3 mots, c'est-à-dire le doute. La plupart du temps, le doute est présent lorsque un élément n'a pas été reconnu, c'est-à-dire reste caché.
Et donc la négation, le non-dit, l'aveuglement, le mutisme, voilà. En tout cas, c'est là où le coach peut prendre un rôle important, c'est-à-dire lui, il peut observer, écouter, questionner, mettre au jour, faciliter cette mise au jour d'informations qui peut parfois être niée. Voilà. C'est Carl Gustav Jung qui disait que ce que tu nies, tu le subis, ce que tu acceptes te transforme. À la suite de cette belle citation, y a-t-il des questions sur ce sujet spécifique? Oui, je voulais juste revenir sur la gestion de la contre-performance ou de l'échec, quel que soit le nom qu'on lui donne, et en particulier du débriefing, parce que c'est vrai que c'est quand même vraiment une partie importante qu'on a souvent tendance à négliger. Et moi, pour l'avoir vécu comme entraîneur, je me suis rendu compte qu'on n'était pas bon sur le débriefing, et je voulais savoir comment vous voyez le débriefing, et surtout, quelles sont les personnes dont vous pensez qu'elles sont vraiment nécessaires pour avoir un débriefing de qualité? C'est un des sujets d'après. Donc on le traite maintenant. Allez-y, non mais c'est pas grave. J'y vais. Ouais. Alors quelles sont les personnes? Ça peut être parfois un entraîneur, mais encore faut-il être formé à débriefer, à faire un point d'étape, un état présent. Et ça rejoint quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui est le plus difficile dans l'accompagnement, c'est l'écoute, c'est faire émerger, c'est faciliter l'émergence d'informations, et notamment dans un collectif. Encore avec un individu, en one-to-one, en relation duel, c'est plus facile. Mais dans un collectif, ça réclame aussi un entraînement, ça réclame vraiment une préparation. Et donc ça, pour que le débriefing puisse avoir lieu après une compétition dans un collectif, il faut que les athlètes, les sportifs aient été entraînés avant à ce travail de mise au jour d'informations, de partage d'informations dans un groupe. Donc il y a des étapes d'apprentissage pour ça. Et si ça, ce n'est pas entraîné en amont, c'est compliqué après une compétition. Et parce qu'en fait, moi, pour l'avoir vécu, effectivement, je me suis rendu compte que si les personnes, en plus des athlètes et du collectif, si les personnes qui étaient là étaient un peu trop impliquées, les coachs, les entraîneurs, etc., du coup, ils faisaient quand même partie de la contre-performance. Forcément, tout le monde est déçu quand on rentre, donc il peut y avoir une certaine acrimonie. Et du coup, le fait que toutes les personnes soient impliquées, ça a tendance parfois à partir quand même dans des dimensions qui ne sont pas forcément positives. Et j'ai eu le sentiment, même si ça ne s'est pas fait, que si on avait eu quelqu'un d'extérieur au problème, d'extérieur au sujet, ça nous aurait beaucoup aidé. Absolument. Le souci qu'on a dans ces moments-là, c'est que, et on revient à la vision systémique, qu'est-ce qui se passe dans ces débriefings? Ce n'est pas un débriefing. Les gens cherchent à remettre la faute sur quelqu'un très souvent. On cherche le fusible à faire sauter. En cela, ce n'est pas un débriefing. Donc si on parle de débriefing, on pose les choses, comme vous le dites, on est ensemble. Moi, personnellement, en tant que psy, je ne me sens pas en dehors du système, je me sens dans le système, comme le thérapeute systémicien est dans le système familial. Donc on est dedans, on va chercher ensemble, on en parlait à midi, plutôt que de chercher à trouver la personne responsable, on va chercher qu'est-ce qui a fonctionné, pas fonctionné, on va objectiver les choses. Qu'est-ce qu'on a fait qui a été bon, qu'est-ce qu'on doit améliorer. Et là, on sort de la partie, de la charge, j'ai envie de dire du tribunal, et on rentre dans le travail. Parce que le souci qu'on a, c'est ça. En fait, c'est de faire porter la responsabilité. On est souvent là-dedans dans des débriefings. Donc en fait, il faut partir avec des objectifs précis, relever, identifier. Pour ça, c'est vrai qu'il faut se mettre à distance du résultat pour analyser et observer ce qui s'est passé. Comme nous, on est focus sur les résultats et beaucoup moins sur les process qui amènent aux résultats, on a une entrée principale sur le résultat. Le résultat n'est qu'un paramètre de tout le dispositif qu'on a mis en place. Donc c'est tout le dispositif qu'il faut revoir. On a une vision étriquée du débriefing. Il faut ouvrir.
ouvrir sur tous les paramètres. Et en cela, la vision systémique est vraiment importante. Et surtout, on n'est pas au tribunal en débriefing. Hein. Il ne s'agit pas d'accuser le coach ou l'athlète ou n'importe qui d'entre nous. Il s'agit de trouver des réponses. Voilà. On pose le problème, on trouve la solution. C'est ça l'objectif du débriefing. Je pourrais ajouter quelque chose, toujours en relation avec la préparation du débriefing. C'est qu'il y a des éléments de langage qui doivent être appris. Parce qu'on parle bien, dans le débriefing, on parle de communication. Et la communication, ça s'apprend. Ça s'exerce et ça s'apprend. Et dans un groupe, pris par l'émotion de l'événement, suite à un événement, que ce soit une victoire ou un échec, il y a de l'émotion. Et soit d'un côté, on s'accapare la victoire, soit de l'autre côté, on rejette la faute vers l'extérieur. Ce sont des processus humains, ce sont des processus. Et pour se parer de ces processus-là, il faut instaurer un cadre, et un cadre technique dans le domaine de la communication. Et ça s'apprend en amont. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Là, vous allez vous exprimer maintenant, chacun pour soi, vous allez exprimer ce que vous avez ressenti, ce qui s'est passé pour vous. Vous ne parlez pas des autres, vous parlez de vous-même. Ça, c'est un exemple, mais il y a d'autres éléments de ces aspects techniques-là. Donc, encore une fois, ça se prépare, ça s'entraîne, et bien en amont de la compétition. C'est un truc qui arrive au plus haut niveau. Tout à l'heure, je vous faisais référence à 2016, au relais du 4x200 mètres, etc. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Le gamin qui vient voir France Télé et qui dit tu vois, Yannick nous a abandonnés, nanani, nanana. Là, tu contreviens aux règles de base qui sont déjà, on voit ça entre nous. Et on règle les choses avec un certain respect. Donc tu as forcément, on en parlera tout à l'heure, je crois que c'est la toute dernière question de qu'est-ce qui fait qu'on est un bon coach, un bon manager ou un bon encadrement ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de recette magique, miracle, mais tu as quand même un cadre à imposer qui est toujours le même. Par contre, je pense qu'il y a plusieurs sas. Tu as dû l'expérimenter du coup dans ta carrière. Tu as plusieurs sas de débriefing aussi. Tu as le truc à chaud quand tu viens de sortir du match, de la course ou quoi que ce soit, où là on est plus dans le registre de l'émotion. Et c'est justement là où il faut faire attention, surtout en tant que coach ou en tant qu'athlète, poser les bases et se dire on perd ensemble, on gagne ensemble. C'est quand même la base du truc. Et se dire, voilà, je pense que ça ne sert à rien de se retenir particulièrement au niveau émotionnel à ce moment-là. Mon avis, je ne suis pas un expert dans le domaine. Et puis ensuite, tu as le débriefing à quelques jours après, à froid, et puis tu as le débriefing un mois après, où on a bossé dessus, quoi. Et à ces différents moments, à ces différents jalons, je pense que tu peux parler de choses de plus en plus justement techniques. Mais la base de la victoire, c'est d'avoir mis un plan d'action qui fonctionne. Et ce plan d'action, et si ça ne fonctionne pas, c'est exactement ce que disait Myriam, je vais faire de la redite, mais il y a un moment donné, tu es obligé de reposer les bases. Alors, qu'est-ce qu'on a bien fait? C'est diagnostic, et derrière, tu appliques simplement le... Même quand on a gagné, ce que je disais tout à l'heure, d'une façon ou d'une autre, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà. Quand je bossais avec Michael, Bob me disait, le type est quand même à 23 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Et Bob me disait, voilà, là en ce moment on bosse sur 23 problèmes techniques qu'il a dans sa nage. 23. Parce que vous vous rendez compte, le type est quand même, c'est ce qu'on a fait de mieux dans le sport depuis toujours, quoi, 23 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Et ils sont en permanence en train de se remettre en question, en train de bosser, etc. Donc encore une fois, voilà, on est vraiment dans de la mécanique de précision et on ne peut pas se permettre de ni se reposer sur ses lauriers, ni d'incriminer tout le monde. Juste, il faut avoir un débat, entre guillemets, ou en tout cas poser les choses de façon dépassionnée. C'est ce qu'on a un peu de mal à faire en France, et notamment dû au fait que quand ça fait 15 ans, 20 ans que tu es avec la même personne tout le temps, et que vous fonctionnez qu'à 2 ou à 3, c'est compliqué de ne pas entremêler les sentiments parfois. Oui, alors pour aller dans ce sens-là, parce que c'est vrai que cette histoire de débriefing, là je parle d'une réunion de débriefing qu'on a eue après les Jeux Olympiques de Londres,
avec l'équipe de France où on n'avait pas été bon, tout simplement. Et donc j'avais réfléchi au problème de préparation de cette réunion. J'avais préparé une sorte de petit questionnaire que j'avais envoyé aux cavaliers en me disant ça va préparer. J'étais sûrement maladroit puisqu'ils n'ont pas du tout compris l'intérêt de ce questionnaire. Et c'est vrai que lors de la réunion, je pense qu'il y a pas de gens qui ont été capables de dire oui, on n'a pas été bon, parce que ça arrive aussi de ne pas être bon certaines fois. Et j'ai vraiment ressenti la nécessité, ce n'était pas le cas, d'avoir une sorte de modérateur, si je puis dire. C'est là où je disais une personne extérieure au sujet, c'est-à-dire qu'un modérateur, parce que du coup, il n'y avait que des gens impliqués dans le truc, et on est ressorti de là, c'était pas positif, hein, ça clairement. Mais la parole n'est pas toujours salvatrice. Si elle n'est pas organisée, effectivement, et si elle est trop passionnée, on tombe dans l'excès. Et effectivement, certaines fois, on a besoin de professionnels, mais je pense qu'on doit aussi apprendre comment mieux se positionner par rapport à la défaite. C'est ce qu'on disait, hein, c'est vécu comme quelque chose. Mais voilà, on peut citer plein de gens qui ont parlé de la défaite, de l'échec, des contre-performances, et non pas de manière démagogique, comme quelque chose qui les a construits. Bien sûr que si on reste là-dessus, on ne construit rien en ne faisant rien après une défaite ou un échec. Mais je pense que c'est aussi dans notre culture d'avoir du mal à dire « je ne suis pas capable ». J'ai pas été bon, c'est comme si on était, encore une fois, nul, en dessous de tout, ce qui est complètement faux. Il y a plein de paramètres qui interviennent, et oui, parfois, les choses, on peut aussi passer à côté de quelque chose, oui, on a le droit. Alors évidemment, le droit n'autorise pas l'erreur systématique à chaque fois, mais c'est l'occasion, oui, de renouveler ces méthodes, de voir s'il n'y a pas autre chose qu'on peut apprendre. Peut-être qu'à la suite de ça, vous aurez un professionnel parmi vous. Voilà. Eh bien, ce sera donc une progression. Ah, il y a une question là-haut. Oui, bonjour. J'aurais une question pour vous, Myriam. Deux questions en fait. La première, savoir si vous-même vous avez participé à des débriefings dans des sports différents. Et la deuxième, c'était de savoir si vous assistez à des compétitions ou si sur le plan déontologique, vous vous interdisez de voir les compétitions des gens dont vous vous occupez. D'accord. Alors, sur les dernières questions, oui, je participe régulièrement à des compétitions, mais celles qui sont des compétitions majeures, championnat du monde. J'ai été dans la délégation française aux Jeux Olympiques de Pékin, j'ai fait les Jeux de Londres, de Rio, et je devrais normalement faire ceux de Tokyo. Donc, non, je ne m'interdis pas d'aller sur les compétitions. C'est une autre lecture de mon travail. C'est l'application concrète. Je regarde, j'observe. Ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas à ce moment-là que je vais intervenir pour faire un travail de fond, mais c'est un travail d'accompagnement, qui est notamment auprès des équipes. Et donc, pour l'autre partie de votre question, oui, régulièrement, nous faisons des débriefings sur les équipes avec lesquelles je travaille. Alors, il y a des situations d'équipe qui sont rares, où je ne peux pas travailler avec le coach. C'est son droit. Enfin, moi, je ne cours pas non plus. Il faut dire les choses comme elles sont aussi. Après, les coachs qui considèrent que ça ne sert à rien. Quand on pense que je ne sers à rien, ce n'est pas grave. Je reste dans mon bureau. Ce n'est pas un souci. Je travaille qu'avec l'athlète. Le souci, il n'est pas pour moi. Il est pour la qualité de notre travail. Moi, je considère que j'ai besoin du coach pour travailler. Je ne le parle pas de manière démagogique. Je le pense vraiment. Je pense qu'on est meilleur à plusieurs. Je l'ai toujours pensé. Et j'ai toujours essayé de l'appliquer. Maintenant, il y a des gens qui ne pensent pas comme moi. Je ne peux pas leur imposer mon point de vue. Donc je fais en fonction aussi des gens qui sont avec moi. Donc, et donc évidemment, l'intérêt, c'est le débrief ne se fait pas évidemment sur les questions intimes des gens dont je m'occupe, mais sur des questions de... la psychologie, c'est l'étude du comportement humain. Donc un psychologue, c'est comme un interprète du comportement humain. Donc mes compétences, c'est d'arriver à expliquer ce que veut dire tel ou tel comportement, pourquoi il s'est passé ça. Et les coachs vont m'expliquer ce qui s'est passé aussi sur le plan technique, etc. Ce qui fait que c'est pour moi un vrai enrichissement. Pour moi, c'est le passage obligé. J'ai besoin d'apprendre des coachs et de tous les gens avec qui je travaille pour mieux les accompagner. J'ai tout appris avec les gens avec qui je travaille. Ça aussi, c'est pas de la démagogie, c'est vrai. Voilà. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer plein de gens différents. Et il y a l'école, et puis après, on ferme son cartable.
et on apprend sur le terrain. Et cet apprentissage-là est de très haute qualité. Oui, quand on sait l'utiliser, c'est magnifique.